Fitna parce qu'en fait c'est mon cœur d'expertise, donc la conflictualité au Moyen-Orient. J'ai passé et je continue de passer une partie de ma vie à traîner mes guêtres dans toute la région du Moyen-Orient, en général dans les pays où il n'y a pas de club de vacances sympathique. Et en fait, le but de Fitna, c'était le but du wargame, c'est-à-dire c'est apprendre par le jeu. C'est-à-dire que j'en suis à un stade de ma vie professionnelle, personnelle, etc. où je me dis que j'ai plus rien à prouver, si ce n'est que mon utilité, c'est de transmettre à un maximum de gens, de tous âges, de tout background, les messages que je veux leur faire passer, ce que j'aimerais qu'ils comprennent, notamment de la situation et de la conflictualité au Moyen-Orient, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc je me suis dit, on va faire un wargame qui permette de simuler, ou en tout cas d'avoir une idée de ce que pourraient être différents types de conflits. Tout le monde se bat en Irak demain, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Turcs, c'est une possibilité. En ce moment, avec le poids de la Chine, pas trop, mais on ne sait jamais, ça peut revenir. Ça explose en Syrie, donc c'est ce que je vais vous faire jouer cet après-midi. Je vous ai conçu un scénario exprès sur la situation de Syrie 2023. Donc le but, c'était de faire un produit pédagogique qui permette par le jeu de s'immerger, de se mettre dans la tête des hommes, vous connaissez le fondamental du wargame, et de le faire sur une région où finalement, en règle générale, ceux qui connaissent bien la région ne sont pas du tout des experts de wargame, voire même voient ça avec un mauvais œil. Donc j'ai pris mes deux casquettes de wargamer, de concepteur et d'expert pour essayer de faire ça. Ça permet notamment d'avoir une idée sur les conflits futurs. Donc en fait, c'est à la fois Fitna, c'est un wargame historique, dans le sens où vous pouvez commencer à peu près dès 2014 avec l'arrivée de Daesh, l'intervention russe en Syrie, mais surtout l'expansion de Daesh, puis la lutte contre Daesh, puis toutes les luttes entre les acteurs niveaux régionaux, l'Iran, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Israël, les États-Unis, la Russie. Ce que j'ai choisi de faire, c'est tout de suite de cibler le niveau opératif stratégique. Les gens de ma génération, peut-être, je ne sais pas si c'était le cas en Suisse, il y avait un produit qui s'appelait Canada Dry, une boisson. Canada Dry, c'était l'aspect de l'alcool, le goût de l'alcool, la couleur de l'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Fitna, c'est le Canada Dry en fait opératif stratégique. Ça ressemble à de l'opératif, ça a de la couleur de l'opératif, c'est de l'opératif, mais en réalité c'est fondamentalement stratégique. C'est-à-dire que c'est mettre les joueurs ou les équipes dans la logique des dirigeants, c'est-à-dire ceux qui feront la Syrie, ils seront Bachar al-Assad, ceux qui feront la Turquie sont clairement Erdogan, ceux qui sont la Russie, qui sont au minimum le ministre de la Défense russe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est l'utilité des wargames et de ce que j'ai voulu concevoir, c'est mettre les joueurs devant des choix très difficiles. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi deux systèmes, c'est le card driven et le point à point. J'ai essayé plein de techniques, si vous voulez, de wargame différentes. J'avais commencé par les hexagones, puis les zones, etc. Puis finalement, je n'étais pas content, ça ne tournait pas très bien, c'est trop compliqué. Ça n'allait pas à l'essentiel. Or, moi, à la Fitna, je veux mettre les gens, les acteurs et les joueurs directement dans l'essentiel. Donc, le card driven, ça permet en fait de forcer les équipes et les joueurs, parce que ça se joue par équipe aussi, y compris en jeu de négociation, de mettre les équipes devant des choix difficiles, voire très difficiles. On ne peut pas tout faire. C'est pas comme un wargame classique, on joue 1815, on joue la bataille de la Marne, on joue la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement en Normandie. Un camp pousse tous ses pions, l'autre subit, on résout tous les combats, l'autre, etc. Non. Là, on est dans un système interactif et intrigué. Donc ça veut dire que vous jouez avec des points d'opération. Des points d'opération qui sont très simples à maîtriser. Vous devez même les affecter entre le mouvement et les combats. Donc ce qui vous force comme un vrai logisticien et un vrai stratège à faire de vrais choix. Ces 2 mois qui viennent, vous privilégiez quoi? Vous privilégiez le mouvement, la mise en place, ou au contraire la baston, et j'y vais et j'essaye de prendre mes objectifs. Donc pour revenir à la dimension opérative stratégique, les tours sont de 2 mois. Pourquoi de 2 mois? Parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé, notamment dans la phase
guerre civile en Ukraine, pardon, guerre civile en Irak, guerre civile en Syrie, intervention, enfin arrivée de Daesh, expansion de Daesh, lutte contre Daesh, puis les Turcs qui interviennent, etc., etc., on s'aperçoit que le tempo c'est à la louche de mots. Vous le verrez pour ceux qui joueront sur le jeu Ninive. Alors eux, on n'est pas sur 2 mois, puisqu'en fait on passe en tactique, mais fondamentalement c'est en 2 mois que vous faites en effet ou pas. On serait en Ukraine ou on serait en Centre-Europe, ce serait différent. Au passage, on serait en Ukraine, vous apercevez que le tempo de 2 mois, il tient très bien la route. C'est-à-dire les tours généraux de 2 mois, regardez ce qui se passe, hein, c'est le tour d'été, le tour de fin d'été, le tour d'automne, le tour d'hiver, gelé, le tour de début de printemps, Rasputitsa, la fin du printemps, on y va, etc. Donc en fait la logique de tour de 2 mois permet d'avoir une vision globale, qui permet d'aller, qui finalement couvre assez bien le rythme de planification des CO et des centres de commandement et du C2 et du C3 de ces armées-là aujourd'hui. Le point à point, et donc le card driven, parce que en fait vous avez 4 cartes en main. Avec ces 4 cartes-là, vous devez gérer éventuellement des événements, gérer vos points d'opération, et quand vous sacrifiez vos cartes pour les points d'opération, vous ne les avez pas pour ce qui est marqué sur la carte, pour faire arriver des renforts, pour influencer les combats. Et vous ne pouvez pas tout faire. Donc, encore une fois, le but du jeu, c'est comme quand vous êtes, si vous êtes Bachar al-Assad, si vous êtes le chef de l'armée israélienne, si vous êtes le chef de l'armée turque, vous savez que j'ai 2 mois devant moi, c'est quoi la priorité, je fais quoi? C'est pour mettre les joueurs exactement dans cet état d'esprit-là. Le point à point, c'est parce que dans ces régions désertiques du Moyen-Orient, et j'en parle parce que j'y ai traîné méga pendant 25 ans, donc je connais bien le terrain, y compris physique. En fait, vous vous battez pour les axes logistiques, les axes routiers, ferroviaires à peine, parce qu'il y a très peu de voies ferrées fonctionnelles là-bas. Donc vous vous battez pour les pipes et les axes routiers et les carrefours, bien sûr les villes et les cœurs et les centres d'objectifs clés. Donc faire du point à point plutôt que faire des zones, c'est ce qui finalement représente le mieux la réalité du combat dans ce genre de terrain. On serait en Ukraine, en Pologne, ce serait probablement différent. Mais là, franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc, vous comprenez, par exemple, pour ceux qui font la partie, pourquoi Idlib. Il y a toujours, aujourd'hui, il y a les gelées, mais il y a toujours la bataille d'Idlib. Donc, en fait, au nord-ouest de la Syrie, la frontière turque, et juste à côté du déploiement russe sur Tartus Latakia. Donc, pourquoi Idlib, c'est fondamental? Pourquoi Deir ez-Zor et Palmyre, c'est clé? Pourquoi l'axe qui permet, par exemple, il y a une case qui est à Qousser, qui est la porte d'entrée du Liban, c'est crucial. Voilà. Et ça, le point à point permet de le faire. Pourquoi aussi j'ai choisi à la fois le card driven et le point à point? Parce que tant qu'à faire, je voulais capitaliser sur mon expérience de mon précédent wargame qui s'appelait Bloody Downs sur la guerre en Irak, qui a été publié chez High Flying Dice Game aux États-Unis et qui finalement était le wargame dans lequel j'avais un petit peu déchiffré ce concept. Donc ça marchait très bien. Le jeu Bloody Dawn fonctionne très bien pour ceux qui jamais voudraient essayer ou qui connaîtraient. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose d'amélioré, mais je vais reprendre la base de ce qui marche déjà. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, il a fallu déterminer les meilleurs mécanismes. Et donc ça, parce que quand vous faites un jeu, quand vous concevez un jeu, il faut que le jeu, j'en parlerai à la fin sur arbitrage entre flexibilité, jouabilité, réalisme, dynamisme et puis aspect ludique. Le mieux est l'ennemi du bien. Ce qui veut dire que si vous voulez faire quelque chose de trop réaliste, vous rentrez tout de suite dans la complexité et vous perdez en réalisme, vous perdez en jouabilité, en réflexion stratégique. Donc dans Fitna, tout, mais littéralement tout a été fait et conçu pour forcer les joueurs à faire des choix stratégiques et à se concentrer sur la stratégie. La stratégie des choix. Au passage, quand ensuite vous verrez la table des combats, donc je vais y venir, la table des combats, elle est assez sanglante,
Pourquoi? Parce que quand vous êtes d'ailleurs en milieu désertique, en général, c'est un peu comme l'eau, c'est-à-dire que c'est binaire. Enfin, c'est pas je vais un petit peu comme en Ukraine, je teste la ligne de défense, ça marche pas, hop, je reviens me planquer et puis j'attends que ça se passe. Là, quand vous vous dévoilez, les mecs qui foncent à l'assaut d'Idlib, si ça marche pas, c'est marche en arrière toute, mais marche en arrière toute, vous êtes 10 km, les mecs ils vous poursuivent derrière et ils vont vous éliminer. Donc ça veut dire qu'on tombe rapidement dans la guerre d'attrition. Et donc je voulais montrer un système qui explique pourquoi on va à la guerre d'attrition, parce que souvent les assauts sont meurtriers et sont coûteux. Donc le système de la table de combat, elle est, pour utiliser un terme de wargame, elle est assez sanglante. Pas trop non plus, mais quelque part, elle montre bien l'utilité de l'attrition, c'est-à-dire l'utilité plutôt d'avoir une très grosse division blindée, super balèze, mais qui finalement n'a que deux pas de perte, donc une fois qu'ils ont pris 2 hits, c'est fini. Il vaut mieux avoir plein de petites unités qui chacune absorbe les pertes. Et puis vous apercevez que pour tenir une position claire, en fait, il vaut mieux avoir 3 unités de milice qui ont chacune 2 faces avec 6 steps de combat, que la grosse une division blindée qui va se prendre un coup le strike d'aviation, puis l'artillerie, puis ensuite qui va se faire terminer au choc en 1, 2, 3 offensives et la position est prise et percée. Donc voilà, tout ça c'est aussi de la pédagogie, c'était pour montrer aux participants à quoi servent les milices. Donc c'est un jeu qui n'est absolument pas politiquement correct, alors absolument pas, y compris dans les cartes que vous verrez, les cartes d'événements, les cartes de jeu, il y a la roue chimique, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas beau. Tout ce qui n'est pas beau, mais tout ce qui est réellement utilisé sur place dans le combat. Donc quand vous serez par exemple, ceux d'entre vous qui viendraient à jouer par exemple l'Iranien ou le Syrien, même le Turc, vous comprendrez très vite l'utilité de la milice. La milice, c'est la chair à canon qui globalement est utilisée pour prendre les pertes. C'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Voilà, et qui est là pour préserver les belles unités qui sont dessous. Voilà, mais là vous le testez, vous le voyez. Donc en fait, l'utilité, c'est pas de se dire je fais du super comptage, je veux optimiser au maximum mon rapport de force pour arriver à 4 contre 1, je veux 1 point de plus. Non. C'est globalement, vous faites une pile contre une pile. Ça aussi, c'est un de mes concepts de base. C'est-à-dire que pour représenter la réalité du conflit dans cette région-là, et on l'a vu en Irak et en Syrie, les actions coordonnées ou grâce à mes hexagones, j'encercle l'adversaire, je fais une attaque combinée, donc du coup j'arrive à un bon rapport de force et je gagne la case, enfin l'hexagone. Dans la réalité, dans ce terrain-là, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est vous partez dans le point A pour aller au point B que vous visez, vous faites une offensive. Avec mes mécanismes de base, vous pouvez relancer une offensive, 2 offensives, 3 offensives, autant que vous avez plein d'opérations consacrées à ça. Puis ensuite, vous pouvez lancer une autre offensive d'une autre direction. Et en fait, vous créez un système désynchronisé, mais qui en fait est très réaliste, qui vous dit que par exemple, si vous êtes au hasard turc et que vous voulez prendre Alep, et ben vous allez attaquer d'abord d'une direction, puis d'une autre pour affaiblir la défense. Et à la fin, vous lancerez des offensives d'une 3e direction, mais pas les 3 ensemble. D'abord parce que les Syriens ou les Irakiens, ils n'ont pas de ces 3, ou de ces 2 qui leur permettent réellement de coordonner ça. On l'a vu sur la chute de Palmyre, puis la reprise de Palmyre, puis de Mossoul, puis de Raqqa. Pour presque conclure, vous dire que en fait, tout ça, ça m'a permis de faire un très large panel à travers la boîte de Fitna de scénarios. Vous avez des scénarios historiques qui tournent notamment autour de la conflictualité, de la rivalité de puissance entre Turquie, Syrie, Iran, Irak, Arabie Saoudite, etc. Mais surtout plein de scénarios prospectifs. Aujourd'hui, demain ou après-demain, vous avez toutes les forces qui sont sur place, vous avez les milices, vous avez ce qui vole, ce qui rampe, enfin vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez faire vos propres scénarios. Donc la logique de Fitna, c'est faites-le vous-même, c'est do it yourself, c'est créer vos propres scénarios puisque finalement vous avez les règles et vous avez tous les éléments. Ce qui donc m'amène à vous dire que je vous ai fait un scénario qui n'est pas dans la boîte, qui est adapté à la situation en Syrie aujourd'hui, cet après-midi. Donc c'est Syrie automne 2023. Et pour conclure, vous dire que, donc, comme je vous le disais, je serais très très intéressé de discuter avec ceux d'entre vous qui font du design de wargame aussi.
Le plus difficile, c'est de trouver vraiment l'équilibre entre jouabilité, fluidité et réalisme. C'est vraiment une question de curseur. Il faut trouver le bon équilibre. Là, par exemple, dans Fitnat, tous les appuis sont sous forme de cartes. Ça permet d'avoir beaucoup moins de pions en moins, de se faire moins de nœuds au cerveau, mais en même temps plus de nœuds au cerveau sur quand est-ce que je vais utiliser mon artillerie ou autre, quand est-ce que je vais lancer le closer support, à quel moment pour faire quelle décision, à quelle phase de la bataille, etc. Et mes deux conseils, c'est aller au plus simple, c'est-à-dire donc vous verrez en fonction du camp que vous jouez, il y a peu de pions. À la limite, c'est le Turc et le Syrien qui ont le plus de pions. Mais ils n'en ont pas tant que ça, ils en ont une vingtaine chacun maximum. Donc chaque pion est optimisé. Dès que vous perdez un pion, ça commence à faire attention. Quand vous avez des monster games, comme quand on était ado ou jeune adulte, vous aviez 1500 pions, 1000 pions, vous vous dites, je peux lancer 3 offensives, je vais perdre 6 pions sur ce côté, 8 pions sur l'autre, c'est pas grave, il m'en reste 900. Là, c'est pas possible. Là, dès que vous perdez une pile de pions, vous dites « Ah, il va falloir quand même que je songe réellement à comment je me reconditionne » et ainsi de suite. Deuxième conseil, c'est tester votre jeu, pour ceux qui veulent le publier. Donc moi, je suis à mon 3e jeu, bientôt mon 4e publié. Testez votre jeu au moins une centaine de fois. Tous ceux qui disent « J'ai testé mon jeu 10-15 fois, c'est bon, maintenant je peux le commercialiser », vous l'aurez complètement. Et si ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est clairement l'éditeur qui vous le dira. L'éditeur, il vous le dira, vous l'avez testé 100 fois, c'est bien, on va encore faire 100 fois de plus. Et on va l'envoyer dans plein de clubs pour le tester, pour avoir les retours, etc. Pourquoi? Parce que c'est du business. Je veux dire, c'est du business et donc c'est des prises de risque en termes de financement, d'investissement. Et quand vous faites une boîte comme ça, ou un jeu plus gros, un jeu de plateau ou quoi, il faut être sûr qu'il va fonctionner. Et donc pour être sûr qu'il a des chances de fonctionner, eh bien, il faut au minimum le faire tester dans des clubs pour avoir des retours, y compris d'idées. Moi j'ai eu plein de retours de gens qui m'avaient dit « Ah mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Oui, en fait c'est une bonne idée. Et pouf, on inclut. Voilà. Je pense que j'ai terminé de vous dire ce que je voulais vous dire sur Fitnat. Et si vous avez envie de tester, je serais heureux de vous faire découvrir ça.